Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du podcast La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, LIM, le groupe TIGE et Eurofin Environex. Le Québec accuserait-il 20 ans de retard en santé numérique? Le DSN est-il réellement la solution? Pourquoi confier nos données médicales à des compagnies privées étrangères? Et si chaque patient était enfin au centre de son propre système de santé? Je reçois John Kilday, créateur d'Opal et pionnier de l'informatique de la santé, pour une discussion fascinante sur le DSN, les portails patients, les logiciels open source, les géants comme Epic et l'avenir numérique du réseau de la santé. Une entrevue qui tombe à point, puisque le DSN a été déployé dans 2 régions du Québec au cours des derniers jours. Bonne écoute. Bonjour John. Bonjour Dr. Gagné. Ça va bien? Oui, très bien. Et vous? Oui, merci d'avoir accepté l'invitation au balado La Santé au-delà des mots. On discute, c'est vraiment dans l'air du temps, dossier santé numérique. Puis en faisant des recherches, j'avais trouvé vos travaux sur Opal, là, qui semble être finalement ce que le Québec, ce dont le Québec a besoin, mais n'a pas à certains égards. Puis je trouvais que c'était une belle aventure. J'ai cru comprendre que c'était l'initiative d'une patiente que vous aviez traitée à l'époque, bref, puis des témoignages de certains patients là, qui ont parlé. Donc, en tout cas, merci, on va parler de ça. Ça va nous amener à parler peut-être du dossier santé numérique, peut-être du retard du Québec, en tout cas, de mon point de vue à moi, puis quelques solutions. Certainement, oui, je suis prêt à partager mes observations, mes pensées. Excellent. Bien, commençons juste par qu'est-ce qui explique au Québec, d'abord, on a le sentiment d'être en retard au point de vue disons, de ce qui est santé numérique ou dossier informatique. Donc, est-ce qu'on est en retard et pourquoi, disons? Oui, on est certainement en retard au Québec, mais pas juste au Québec, on est certainement en retard au Canada, OK. Mais surtout au Québec. Moi, je pense qu'on est presque 20 ans en retard. Quand même. Donc, c'est beaucoup. OK. C'est beaucoup. Pourquoi? Oh, il y a plusieurs raisons et je vais vous donner 5 de mon point de vue, mais sûrement il y a des autres gens avec des autres points de vue. OK. Mais premièrement, je pense que dans le système de santé, il y a un manque de contrôle. C'est-à-dire que le système est un peu hors de contrôle. Chaque institution peut faire comme il veut. Et à cause de ça, on a un système vraiment complexe au niveau de santé numérique. Et on n'a pas des standards, on n'a pas des normes, on n'utilise pas les normes. Donc, ce n'est pas facile à avancer. Je sais qu'avec Santé Québec maintenant, avec la vice-présidente
technologie informatique. Il y a un mouvement pour changer tout ça, mais à cause du fait que c'était hors contrôle pour plusieurs années, ça va être difficile. Deuxièmement, je pense que l'informatique au Québec, dans le système de santé, c'est pas pris pour sérieux. OK. Donc, à mon avis, je trouve que c'est dernier sur la liste. Et c'est un dommage parce que le système de santé, c'est vraiment une industrie d'information. C'est vraiment de l'échange d'informations entre les patients, entre les patients et cliniciens, entre les cliniciens, entre les cliniques, les institutions. Mais ça doit être une priorité. Même si on fait un regard sur la liste, l'organogramme de Santé Québec, on voit que les technologies informatiques, c'est dernier sur la liste. Okay. Peut-être c'est une coïncidence, mais de mon expérience, je trouve que cette coïncidence arrive très souvent. Avec l'information. Et à cause de ça aussi, je pense que les analystes, les gens qui travaillent dans le monde informatique sont pas rémunérés de bonne façon. À cause de ça, ils vont dans le privé. On est laissé dans le système de santé avec les gens qui sont... Les gens qui sont bons sont prêts à partir. Okay. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, je pense qu'il y avait un manque de vision dans le système de santé pour l'informatique. Peut-être c'est la même chose que la deuxième raison, mais s'il n'y a pas une vision, s'il n'y a pas une vision claire pour l'informatique, pour la santé numérique, on ne peut pas prendre les bonnes décisions. Il faut avoir une étoile de nord pour nous guider. Et je pense que pour des années, c'était manquant. Aussi, je vais être très direct. Ici, je pense qu'il y a un manque de collaboration entre les institutions au Québec. Peut-être ça va changer avec Santé Québec, mais moi, je trouve qu'un hôpital ne travaille pas avec un autre. Les PDG des hôpitaux sont en compétition un avec l'autre. Mm-hmm. Ils ne travaillent pas ensemble. On avait une colloque santé numérique au l'Institut de recherche de CUSUM il y a quelques semaines et on avait des présentations de plusieurs équipes de plusieurs institutions au Québec. On a trouvé que tout le monde fait la même chose, mais ils ne travaillent pas ensemble. C'est une perte d'expertise. On tous fait la même chose, mais on ne gagne pas de l'expérience des autres. Et finalement, je pense qu'il y a une séparation entre la recherche et le monde de recherche et le monde clinique qui nous aide pas. Parce que dans la recherche, comme moi je suis chercheur, on fait des choses qui sont intéressantes, mais ces choses-là, c'est difficile d'implanter dans le système de santé parce qu'il y a vraiment une gap, je ne sais pas le mot en français, mais il y a une gap entre la recherche. Un écart Oui, c'est ça, entre les deux. Les innovations, ça n'arrive pas à être utilisé. Donc, ça, c'est mes 5... Ben, quand même, ça met la table, disons. Mais disons, ces différents systèmes dans divers hôpitaux qui ne se parlent pas, on dirait que c'est pas juste dans la santé. On dirait que le Québec est un peu bâti comme ça, je trouve. Même les transports en commun. Moi, j'ai tout le temps l'exemple. J'ai passé 2 mois aux Pays-Bas en 2018. Puis, le transport en commun aux Pays-Bas, c'est une seule carte pour tous les transports en commun dans tout le pays. Alors, je me dis, ça a sûrement pris un certain niveau de collaboration pour mettre ça en place. Je me rappelle, j'étais parti d'Amsterdam pour aller à La Haye. J'ai pris comme l'autobus, le métro, le train, dans 2 villes différentes. Puis j'avais tout le temps la même carte. Puis il y a une borne jaune partout, c'est toute la même couleur pour mettre de l'argent.
c'est comme facile, mais il y a une culture derrière ça. Je ne suis pas sûr que c'est propre, disons, au réseau de la santé. Tous les systèmes sont différents. Donc, même nous, on est au Québec depuis longtemps, on va changer de ville, puis ça va prendre un certain temps à comprendre comment l'accès aux services municipaux fonctionne. Ça n'a pas les mêmes noms partout. Tout est... Fait que ça, je trouvais que c'était une observation, mais j'aime beaucoup votre point de vue. L'autre chose, c'est l'impression qu'on a au Québec qu'on est tout le temps en dépassement de coûts dans les projets informatiques. Est-ce que c'est propre au Québec, ça? Parce que moi, j'ai parfois l'impression que l'informatique au Québec, en général, là, je regarde les dossiers informatiques, c'est intangible. Là, j'ai vu les gouvernements, comme le dossier santé numérique, il me semble que, j'ai le souvenir, il y a 15-20 ans, là, il y avait un gros projet qui avait avorté, puis il y avait eu au-dessus d'1 milliard de mis là-dedans, puis on se retrouve, on n'a rien. Alors que je me dis, dans d'autres secteurs de l'industrie, mettons, je prends la construction, parfois on fait construire des ponts, des choses comme ça, le pont va coûter 30 ou 50% plus cher, mais à la fin, on a un pont. Là. En informatique, on dirait que quand ça avorte, c'est comme zéro. Je sais pas... Ouais, j'ai une opinion sur ça aussi. Okay. Je pense que votre point avec le pont, c'est très pertinent. Parce que même si le pont, c'est demi-fini, on a cette demi-partie-là. On peut continuer. On peut continuer. On peut trouver un autre contracteur. Mais souvent, avec les projets informatiques, le logiciel qui est construit, ça appartient à la compagnie qui l'a construit. Okay. Et si cette compagnie-là ne finit pas le travail, on n'a rien à la fin. De mon point de vue, il faut qu'on a dans le système de santé, dans le système gouvernemental, il faut qu'on utilise les logiciels open source. OK. C'est-à-dire que le logiciel appartient à tout le monde et à personne en même temps. Mais ce sont des logiciels, les biens publics numériques. Il faut qu'on ait ça. Et je prends comme l'Estonie comme un bon exemple. C'est souvent utilisé comme un exemple d'une société numérique bien connectée. Et c'est vrai. Mais si on regarde les logiciels qu'ils utilisent là-bas, ce sont des logiciels ouverts, logiciels open source. Nous aussi, on peut aller sur le web, on peut télécharger les logiciels qui sont utilisés là-bas. On peut les utiliser ici si on veut. Mais à cause de ça, si une compagnie ne fait pas le job, on peut embaucher un autre pour le finir. Et si une compagnie fait le job, mais on pense qu'ils sont trop chers, après quelques années, on peut embaucher un autre pour faire la même chose. OK. Mais je comprends pas pourquoi à ce moment-là, on prend pas ce modèle-là où je ne vais pas vous mettre dans l'embarras, peut-être si vous avez des contrats avec le gouvernement ou autre, mais j'ai l'impression parfois, le gouvernement, on signe des ententes avec des compagnies privées. Ça peut être en informatique ou dans d'autres domaines. Je me demande si les gens qui ont signé le contrat l'ont lu ou l'ont compris. Parce que je pense au tramway à Québec, il y a des contrats qui sont annulés. Puis là, finalement, on se rend compte qu'il y a des pénalités, des dizaines de millions de dollars parce qu'on change le devis après la signature du contrat. Puis je me dis, ça a l'air des choses de base. Puis moi, je suis de l'extérieur, je sais pas. De se dire qu'on se retrouve avec des dépassements de coûts là, dans le dossier santé numérique, là, pas des petits dépassements, ou même dans le dossier de SACLIC, là, quand ça dépassait des centaines de millions de dollars, là, je me disais, en tarif horaire ou en nombre d'heures, je me disais, ça n'a juste pas de sens. Là. J'avais fait le calcul. C'était des centaines d'informaticiens à temps plein pendant 1 an et demi pour expliquer le dépassement de coûts. Donc, bref, long préambule, mais ma question, c'est à quel point même, au-delà du fait qu'on va à l'externe, au gouvernement pour engager, est-ce qu'on signe les contrats de façon diligente? C'était une question que je me posais, je ne sais pas. Oui, je pense qu'il faut que les logiciels qui sont écrits, les logiciels qui sont développés, il faut qu'ils appartiennent à nous. Okay. Au gouvernement, à nous, les Québécois,
les gens qui payent les taxes, les impôts. Je vois que dans ces gros projets-là, il y a beaucoup de consultants, des grosses compagnies de consultants. C'est sûr, pour eux, ils ne veulent pas des logiciels ouverts. Il y a moins de profit. OK. Donc, c'est une industrie qui est battue sur le profit. Pour changer ça, il faut que le gouvernement prenne une décision d'aller avec des logiciels ouverts. L'IM Santé est fier de lancer Emilia, la toute première application qui permet aux patients de se concentrer pleinement sur leur échange avec leurs professionnels de la santé, tout en générant automatiquement des notes claires, faciles à consulter, à traduire et à partager avec un proche ou un autre professionnel. Alors que les solutions de Scribe IA apparues dans le secteur de la santé visaient jusqu'ici à faciliter la prise de notes des médecins, Emilia se distingue en s'adressant exclusivement aux patients. Elle marque ainsi une étape décisive en matière d'innovation en santé au Québec et au-delà. Parlez-moi un peu d'Opal, donc finalement ce projet là, qui est né à McGill, je pense, là, je ne me tromperai pas en disant ça. Là, qu'est-ce que c'était, puis où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui? Parce que ça me semblait prometteur, puis ça avait l'air moins cher peut-être ce qu'on voit comme solution. Là, donc, Oui, en fait, on s'appelle Opal une plateforme des données patientes dans la boucle. Okay. Donc, c'est-à-dire c'est une plateforme où le patient a un accès à ces données. On peut penser à Opal aussi d'être composé de 3 composants. On a le composant pour le patient, ça c'est un portail patient. On a le composant pour les cliniciens, on a une salle d'attente virtuelle et on a un logiciel pour envoyer des données, des informations aux patients. Et on a une partie pour la recherche, où on peut engager les patients dans la recherche, on peut envoyer des questionnaires de recherche et on peut accueillir des données dans une banque de données pour la recherche. C'est un projet qui a commencé il y a 11 ans au CUSUM. À l'époque, moi, je suis physicien médical. J'ai travaillé beaucoup sur des projets informatiques. Et c'était mon collègue, le docteur Hijal, radio-oncologue, qui m'a présenté Laurie Hendren. Et Laurie Hendren était professeure d'informatique à McGill. Elle a voulu aider le système de santé avec son expertise en informatique. Mais ça, c'était votre patiente, là, je pense. Hein? Oui, c'est ça. C'est important. Elle était patiente. Oui, c'est important. Okay. Oui. Comme elle a dit, elle avait 2 chapeaux. Elle avait le chapeau de patiente et aussi le chapeau de professeuse d'informatique. Elle est venue avec ces 2 chapeaux à la même temps. Donc, moi, à ce moment-là, j'avais une petite subvention de Canadian Patient Safety Institute pour estimer les temps d'attente pour les patients. Et avec Laurie, on a décidé de faire un projet de recherche pour faire des estimations des temps d'attente et les envoyer aux patients. Parce que Laurie a dit, comment ça peut que je peux arriver un jour dans la salle d'attente et je peux attendre 6 heures et l'autre jour, je peux arriver et j'attends 1 heure, 1 heure. Peut-être je peux savoir en avance. Okay. Donc, on a appliqué pour une subvention au CUSUM. On a eu cette subvention-là. Et pour
bâtir un système pour estimer les temps d'attente et les envoyer aux patients, on a réalisé qu'on avait besoin d'une façon d'envoyer les données de l'intérieur du système à l'extérieur pour les patients. Donc, on a réalisé qu'on peut envoyer plus que juste les estimations des temps d'attente. Laurie, comme professeuse d'informatique, elle a voulu avoir accès à ses propres données de santé. Mm-hmm. Donc, on a dit, OK, on va essayer d'envoyer des données à Laurie en utilisant ce système-là. Et à l'époque, on n'avait pas le nom, le terme portail patient, c'était inconnu. On ne savait pas qu'est-ce que c'était un portail patient. Le but n'était pas de créer un portail patient, mais d'envoyer les données aux patients parce que les patients ont voulu avoir un accès à leurs données. Donc, ça, c'est comment le projet a commencé. Finalement, on a eu des subventions, des fondations, des agences de recherche et on a développé une application qui était disponible sur le App Store, qui est toujours là, pour les patients au CUSUM d'avoir accès à un certain nombre de leurs données dans le système. Et avec Opal, les patients, ils ont eu accès à un calendrier de rendez-vous. Et pour chaque rendez-vous, il y avait une carte où aller pour le rendez-vous et des instructions, comment préparer pour le rendez-vous, qu'est-ce qu'il faut apporter avec lui pour son rendez-vous, qu'il va rencontrer pendant le rendez-vous, tout ça pour que le patient puisse arriver préparé pour le rendez-vous. Et bien sûr, les rappels pour les rendez-vous avant, le jour avant les rendez-vous, sur son cellulaire, les fonctionnalités pour faire le check-in dès son arrivée à l'hôpital. Donc, le patient peut faire, à l'arrivée de l'hôpital, il peut signaler qu'il était là, puis pas besoin d'attendre dans la salle d'attente. Le résultat de laboratoire, très important, avec Opal, le patient avait un accès aux résultats de laboratoire dès que les résultats étaient prêts, même avant que le médecin ait vu les résultats. Okay. Donc, ça, c'était très important. Et c'était très utile pour les patients. Une fois, on avait une panne d'informatique au CUSUM et les patients avec Opal en chimiothérapie, eux, ils ont reçu leur chimio parce qu'ils avaient le résultat sur son cellulaire. Les autres patients sans Opal étaient envoyés à la maison. Quand même. C'était intéressant. Aussi, les patients avaient les notes cliniques qui étaient écrites par les médecins. Le moment que le médecin a signé le note, c'était envoyé en Opal pour le patient. Puis le patient peut lire tout ce que le médecin a écrit. D'autres choses aussi, comme les questionnaires, on peut envoyer des questionnaires automatiquement. C'est-à-dire, s'il y avait une patiente prostate, on peut lui envoyer un questionnaire pour ses symptômes. Une patiente avec cancer de sein, on peut l'envoyer à elle un autre questionnaire. Le questionnaire peut être différent au début du traitement, à la fin du traitement. Tout peut être envoyé automatiquement. Et le matériau éducatif, similaire. Par exemple, on avait la préservation de fertilité. On peut envoyer à tous les patients, dès que le système voit qu'ils ont un rendez-vous le premier rendez-vous pour chimiothérapie ou radiothérapie, on peut envoyer automatiquement une vidéo pamphlet pour expliquer comment aller pour la préservation de fertilité, parce que souvent les médecins, ils oublient de l'expliquer. Donc, c'est ça vraiment Opal, c'est donner les patients leur information dans leurs mains pour les donner le pouvoir d'être
plus comme les membres de ces équipes. Mais quand vous dites on peut envoyer au patient, est-ce que c'est un être humain qui doit prendre la décision d'envoyer à Mme Tremblay telle information ou c'est vraiment tout est automatisé ou C'est vraiment automatisé. On a donné au patient un choix s'il veut avoir juste les rendez-vous et les informations nécessaires comme le matériau éducatif ou s'il veut avoir tous. Et vraiment, la plupart des patients ont décidé d'avoir tous. OK. Donc, résultats de laboratoire, notes cliniques, tous, le moment qu'il était prêt. Mais vous, là, ce que vous décrivez finalement, est-ce que c'est ce que Québec veut faire avec le dossier santé numérique? Ou il y a des choses de plus dans le dossier santé numérique? Ou... Le dossier santé numérique, c'est tous. Nous, avec Opal, à l'époque, quand on était au CUSUM, on avait juste accès aux données qui étaient au CUSUM. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le modèle du dossier santé numérique, c'est la même chose. C'est le même genre de données. Ah oui, c'est certainement. Oui. Puis les données étaient sur le téléphone du patient dans votre cas. Donc, si votre patiente qui a un cancer du sein, qui est traitée à McGill, se présente à Québec, est-ce qu'elle pourrait donner son téléphone au clinicien à l'urgence à Québec, puis lui pourrait voir ses prises de sang de la veille? Absolument. Okay. Absolument. Et on a fait plusieurs enquêtes avec nos patients. On a trouvé que surtout les patientes, ils ont utilisé Opal pour partager les notes cliniques qui étaient écrites par les radio-oncologues avec le médecin de famille. Et est-ce que ces données-là, vous, étaient hébergées sur un site ou sur un cloud quelconque ou la seule personne qui a les données, c'est la patiente sur son application? C'est ça. On n'a pas stocké des données dans un nuage, non. Okay. Les données étaient dans l'hôpital, on-premises. Okay. Et c'était juste au moment que le patient veut avoir accès à ces données qu'il a un accès. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que vous, mettons, ou le médecin, le radio-oncologue, pourrait avoir accès au contenu du dossier Opal d'une patiente en son absence? Je ne sais pas si ma question est claire. Ou, Non. Dans le sens, non, c'est juste le patient qui peut avoir accès à ces données. Le médecin à l'intérieur du CUSUM a déjà un accès à ces données. Ben, il va avoir accès aux données parce qu'il a accès évidemment à tout le dossier médical, mais il n'aura pas accès à l'intérieur du CUSUM à un onglet Opal, disons. Là, c'est ça? Non. OK, parfait. Pas pour une patiente en particulier. Puis est-ce qu'on pourrait greffer à ça, à cette application? Maintenant, il y a des scribes là, comme électroniques d'intelligence artificielle qui enregistrent les conversations puis qui fait des... On pourrait intégrer, j'imagine, à Opal les notes cliniques qui sont écrites par un scribe ou... Oui, en principe, oui. Il n'y a pas de problème pour faire quelque chose comme ça. J'ai écouté votre podcast avec l'équipe d'Emilia. Exact, c'est ça, c'est ce que j'ai en tête, c'est ça. Oui. Mais oui, c'est bien possible d'intégrer avec plusieurs. Parce que moi, je ne connais rien à ça. Là. Je ne suis pas informaticien, je ne suis pas spécialiste d'intelligence artificielle, mais je me demande si je me questionne, peut-être que vous avez la réponse, je me demande si le modèle de dossier santé numérique que le Québec veut mettre en place, c'est pas un modèle qui est un peu dépassé, qui date du 20e siècle, alors que là, il y a des travaux comme vous faites ou comme Emilia qui viennent finalement devancer ce qu'on a en tête à moindre coût, plus facile, plus accessible, plus peut-être fluide, je sais pas. Parce que je me dis, dans le fond, là, le dossier santé numérique, je comprends que ça va être hébergé sur un serveur provincial, j'imagine, mais je me dis, dans le fond, ces données-là, est-ce qu'on a besoin d'héberger les données de tous les patients sur un serveur ou est-ce que c'est pas chaque patient qui pourrait avoir son dossier à lui dans son téléphone puis qu'il l'utilise peu importe où il se présente. Puis là, écoute, je connais rien à ça, mais j'imaginais que le dossier pourrait se construire au fil du temps, comme par exemple, si moi j'ai eu un cancer du côlon, par exemple, là. Puis là, j'ai été traité à Gatineau, puis là, je déménage à Québec, ou là, je vais passer mon scan abdominal à l'Hôtel-Dieu de Québec. Est-ce que je pourrais imaginer la journée où je passe mon scan, il y a un code QR à côté de
la réception du scan, puis que je peux scanner le code QR, puis ça va automatiquement m'envoyer mon rapport de scan, puis ça rentre sur mon téléphone. Puis l'application qui gère ça va s'améliorer. Je sais pas. Je me demandais juste si on ne visait pas un système trop complexe, finalement, puis qu'avec le temps, avec le développement de projets comme vous, il y a des solutions qui me semblent beaucoup plus simples, qui pourraient répondre à 90% de la réponse. Je sais pas. Je vais être honnête, simple, je suis pas sûr. OK. Parce que je trouve que quand on parle de système de santé, des données de santé, rien n'est simple. J'ai jamais simple. Mais dans le sens que je vois aussi, comme vous, dans le futur, que ça va être le patient qui est le propriétaire de ses propres données. Ben, c'est vrai. Donc, on va avoir nos propres données à nous, et quand on va aller voir un médecin, on va partager nos données avec lui. Exactement. Mais je pense qu'il n'y a aucune juridiction dans le monde qui a ces modèles-là encore. OK. Je pense que le concept est bon. Je pense que le concept est là, mais ça n'existe pas encore. Moi, j'appelle ça vraiment les données patientes dans le boucle. Les données, c'est dans le boucle. En fait, souvent, quand je pense à le système de santé, je pense à deux types de systèmes de santé. On a le système de santé provincial. C'est le système de Québec, le système d'Ontario, le New Brunswick, tout ça. Mais on a les systèmes de santé personnels. Moi, j'ai ma propre système de santé. Vous avez votre système de santé. Ce ne sont pas les mêmes choses. Moi, je suis le centre de mon système de santé. Vous êtes le centre de votre système. Et vous pouvez aller dans plusieurs hôpitaux, comme vous avez dit, plusieurs médecins. Et il faut que toutes les données arrivent dans vos mains. Parce que c'est vous, à la fin de compte, qui est le seul point commun dans votre système de santé. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Avez-vous... Est-ce qu'il y a beaucoup de résistance au niveau soit du corps médical ou des organisations là, à remettre les données dans les mains des patients? J'aurais tendance à... Parce qu'autant, là, on parle de remettre les données aux patients, puis en même temps, si un patient arrive à l'hôpital puis demande à consulter son dossier médical, en théorie, on n'est pas supposé... Je veux dire, il y a comme un double standard, on dirait, où le patient ne peut pas nécessairement se présenter aux artistes. Ça peut être difficile d'avoir accès à certaines données de son dossier si on se présente à l'hôpital, mais on voudrait en même temps les rendre accessibles sur une application. Bref, est-ce qu'il y a de la résistance à l'interne ou soit de la part des médecins qui ne sont pas nécessairement à l'aise à ce que la note clinique soit dans les mains de leurs patients le jour même? Là? Parfois, on écrit des choses qu'on ne veut pas que les patients voient. Oui, on avait des résistances au début.
c'est sûr qu'il y avait des médecins qui n'étaient pas confortables que les patients avoir un accès immédiat et direct à ces données. Mais on a trouvé, Opal était opérationnel pour 6 ans et demi. Et on a trouvé que c'était une très bonne expérience pour les patients, pour les cliniciens. Et à la fin, quand Opal a fini, on a eu des demandes des cliniciens. Ah, mes patients, ils veulent avoir Opal. Au début, on avait peur que les cliniciens vont venir dire « Ah, je ne veux pas que mes patients ont Opal. » On n'a pas eu cette expérience. Mais à la fin, quand Opal est fini, on a eu l'expérience que les médecins sont venus demander que leurs patients peuvent avoir un accès toujours à l'application. Donc, oui, au début, il y avait certaines résistances, mais on a trouvé avec le temps que ça n'a pas beaucoup changé l'expérience. C'était une bonne expérience pour tout le monde. Quand même. Puis là, vous dites que Opal n'est plus fonctionnel. J'ai cru comprendre que c'est pour des raisons de financement, essentiellement, malheureusement, là, ou, sauf erreur de ma part. Ou... Oui, il y a besoin toujours d'un financement pour continuer un projet. Et je pense qu'avec l'arrivée de dossier santé numérique, le système de santé au Québec, le CUSUM, a décidé de ne pas continuer avec un projet qui va être remplacé un jour par un autre système. Avez-vous été approché par Santé Québec ou pour faire avancer votre projet? Parce que c'est comme si vous aviez 10 ans d'avance sur... on a des discussions avec Santé Québec et sûrement je veux que Santé Québec vont regarder ce qu'on a fait et qu'ils vont l'utiliser. Je pense que c'est une perte pour le Québec qu'on a dépensé beaucoup d'argent des contribuables dans un projet de recherche qui à la fin qui était très utile, mais qui à la fin a arrêté. Et maintenant, c'est un projet open source. On travaille avec des équipes d'ailleurs dans le monde qui veulent utiliser Opal. Et c'est dommage que ça ne va pas être utilisé ici au Québec où il était construit et où c'était les contributions, les fonds des contribuables qui étaient utilisés pour le développer. C'est dommage. Ce que je comprends, c'est un des enjeux, c'est que le fait que ce soit open source, c'est difficile de trouver des partenaires commerciaux qui veulent s'associer à ce type de projet-là parce qu'il y a moins de profits envisageables. Est-ce que Oui, peut-être, mais je regarde dans le Québec. Il n'y a pas d'autres portails patients au Québec. Donc, s'il y avait un profit à faire, c'est sûr qu'une autre compagnie va être là. Okay. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un profit pour une compagnie, si c'était open source, closed source, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait une ouverture de donner les données aux patients. Si on n'a pas ça, un projet comme Opal ne va pas fonctionner si c'est commercial, si c'est pas commercial. OK. Je pense que c'est la culture ici, il faut le changer. Je vous souhaite bonne chance. Oui. Mais pour bien comprendre, le système que vous avez développé à McGill, ça pourrait être le dossier santé numérique du Québec là, dans 5 ans. Là. Si tout le monde met l'épaule à la roue, puis tout le monde travaille dans le même sens, parce que c'est ce qu'on veut, c'est que chaque patient ait ses données avec lui, puisse les partager avec les cliniciens au moment requis. Puis, Oui, pas exactement. Okay. Opal, c'est le portail patient, c'est la partie où le patient peut accéder à ces données, mais ce n'est pas le système de dossier santé numérique. OK. Le dossier santé numérique, c'est quelque chose beaucoup plus gros et surtout
le logiciel Epic qui va implanter dans les hôpitaux. Ça, c'est un logiciel pour les cliniciens. OK. Si on veut faire une comparaison entre Opal et dossier santé numérique, je pense que c'est comme la partie MyChart de Epic. Ça donne aux patients un accès à leurs données. Je comprends. Puis peut-être pour le commun des mortels là, dont je suis, là, qu'est-ce qui a bloqué avec où on en est actuellement avec le dossier santé numérique, là? Pourquoi ça a échoué? Puis c'est quoi le problème? Puis où est-ce qu'on s'en va? Est-ce que c'est condamné à l'échec? Est-ce que c'est rattrapable? Ou, on entend toutes sortes de choses. Hein? Oui, c'est difficile. Je pense... je pense à le système de santé comme un orchestre. J'étais à la Maison symphonique il y a quelques semaines et j'ai vu l'orchestre symphonique de Montréal. C'était fantastique. Mais il y a les musiciens, il y a la partition qui lit. C'est le bon mot, la composition? Oui, la partition. Oui. Il y a les chefs d'orchestre. Il y a ces trois parties-là. On peut imaginer le système de santé. On a les musiciens, on a les systèmes logiciels qui sont utilisés. On a le chef. Et comme j'ai dit il y a quelques moments, on a tous notre propre système de santé. Donc, le patient, c'est le centre, le point commun de son propre système de santé. Donc, tous les musiciens, tous les logiciels, il faut avoir une vue. Comme les musiciens ont une vue de chef, il faut que le tout ait une vue sur le patient. Ça, c'est le dossier santé du patient, un dossier unique. Donc, les musiciens, comme ils ont, on peut avoir un chef d'orchestre, mais si tous les musiciens ne peuvent pas voir le chef, la valeur du chef n'est pas là parce qu'il faut avoir une vision de chef. C'est comme ça pour le dossier de patient. Tous les systèmes doivent avoir une vision sur un dossier numérique unique de chaque patient. Mais il faut que tous les musiciens, tous les systèmes, ils sont sur la même partition à la même temps. Et ce que je trouve au Québec, il n'y a pas de normes. Tous les systèmes, ils utilisent les standards, les normes différentes. Dans ce sens-là, ils ne sont pas tous sur la même partition. Donc, si on veut avoir un bon système, il faut que tous les systèmes sont sur la même partition, tous voient le même dossier en même temps, et tout doit être ensemble. Mais je pense que ce que le ministère veut faire, c'est qu'il veut remplacer les instruments de tous les musiciens pour avoir le même instrument pour tout le monde. Ça, c'est correct, mais on va avoir un orchestre, on va avoir la musique qui est pas très diverse. Et ça peut fonctionner, mais ça ne peut pas fonctionner si tous les musiciens ne sont pas sur la même partition. Et ce que je trouve qu'il manque dans le système, c'est la gouvernance. Il faut qu'il y ait une gouvernance centrale qui donne à tout le monde les normes des données pour que les données soient partagées. On n'a pas besoin d'aller avec Epic pour faire ça. C'est une gouvernance. On peut aller avec les équipes, les petites équipes au Québec. On peut imaginer, il y a beaucoup de systèmes, beaucoup de logiciels dans le système de santé déjà. Ils fonctionnent. Si on les remplace, disons qu'on a un hôpital qui a des logiciels qui sont 60% là. Il manque 40%. Avec Epic, on va remplacer les 60% et les 40%. On paye pour rien pour remplacer les 60%. OK. Et je trouve que c'est ça le problème. On veut recommencer pour reconstruire ce qu'on a et ce qu'on manque.
Moi, je pense qu'il faut focuser sur ce qu'on manque. OK. Sinon, ça va nous coûter vraiment cher pour reconstruire ce qu'on a et tout ce qu'on veut. Et en même temps, si on n'a pas cette gouvernance qu'on a besoin, ça va pas être un succès. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu peut-être au Québec de cette tendance à trop consulter puis à rechercher un peu le consensus? Est-ce qu'il ne faut pas à un certain moment donné que les gens, quand on parle de gouvernance, imposer puis dire, écoutez, ça va être tel système, puis c'est fini? Parce que sinon, chaque hôpital, comme vous disiez en début d'entrevue, va tenter de dire que c'est son système qui est le meilleur, puis pas celui de l'hôpital d'à côté, puis on se retrouve 2 ans après qu'on est encore en train de faire des consultations puis des rencontres pour dire finalement que c'est l'hôpital A qui a le meilleur modèle que le B, je sais pas. Et je pense que le gouvernement, ils ont choisi une grosse compagnie américaine parce qu'ils vont implanter la même chose dans tous les hôpitaux. Ça va fonctionner, mais ça va coûter cher. Et il faut qu'on ait quelqu'un qui a l'autorité de dire « allez comme ça, on va être tout le monde sur la même partition. » Ça peut fonctionner. Mais on manque ça au Québec, je pense. Okay. J'avais entendu dans les nouvelles, les journaux, il y a quelques semaines, l'enjeu sur le fait que les données soient hébergées aux États-Unis. Est-ce que c'est une fausse crainte, ça, ou c'est une crainte réelle? Je pense que c'est une crainte réelle. Okay. Et surtout si on travaille avec une grosse compagnie américaine, si un jour il y a un problème entre nos voisins du Sud et nous autres, et il y a un an, on peut dire « oh, ça va jamais arriver », mais maintenant, on sait que ça peut arriver. D'avoir une grosse compagnie américaine pour héberger ou même avoir un contrôle sur nos données, c'est dangereux. Il faut que nous, les Québécois, on a un contrôle 100% sur nos propres données. Ça, je pense que ça va devenir plus en plus important. Quand même. Mais vous, là, pour vous, là, dans un modèle idéal, si je comprends bien, le dossier santé numérique au Québec, ce serait un modèle qu'on appelle open source, mais qui serait développé quand même avec l'aide de compagnies privées, ou vous pensez que même l'expertise québécoise dans le réseau public serait suffisante pour construire progressivement là, ce dossier santé numérique? Non, je ne pense pas qu'on a l'expertise dans le système de santé. On a besoin de compagnies extérieures et je ne pense pas qu'on a besoin que tout est open source. OK. Non, mais je pense que le backbone, le centre du système doit être open source et ça doit appartenir à nous autres. Et surtout le format de données. Si on va avec une grosse compagnie comme Epic, le format de données appartient à eux. Et même si on veut changer en 10 ans, 20 ans à une autre compagnie, il faut avoir une migration, il faut payer pour changer les données. Moi, je pense qu'il faut qu'on utilise les normes ouvertes. C'est-à-dire, ce sont les normes qui sont connues par tout le monde. Il y a une norme qui s'appelle OpenEHR. C'est utilisé maintenant dans plusieurs pays européens, comme par exemple, c'est utilisé en Norvège, c'est utilisé en Slovénie, le City de Londres l'utilise en Écosse, en Irlande maintenant aussi. Nous, si on a ça fait une séparation entre le logiciel et les données. Et si un jour, on veut changer la compagnie, le logiciel, les données vont être accessibles et peuvent être connectées à un autre logiciel sans problème. Mais si le logiciel et les données appartiennent à la même compagnie, on ne peut pas juste changer comme ça. Est-ce que, pour poursuivre sur la même lancée, est-ce qu'on a quand même au Québec, disons, dans le secteur privé, l'expertise nécessaire pour faire ce type de projet? Je pense que oui. Okay. Je pense que oui. Si on regarde, on a plusieurs compagnies au Québec
qui sont utilisés déjà dans le système de santé. Je pense à des compagnies qui ont des logiciels qui sont utilisés dans les urgences, les logiciels qui sont utilisés dans les GMF et dans les autres centres. Oui, je pense qu'on peut le faire au Québec nous-mêmes. Mais c'est sûr qu'une grosse compagnie comme Epic peut travailler à l'expérience pour manger tout l'éléphant à la même temps. Donc, si on veut faire tous en même temps, c'est sûr qu'il faut aller avec une grosse compagnie. Mais comme j'ai expliqué, ça c'est remplacer les 60% qu'on a déjà et ajouter les 40% qui manquent. Si on veut faire tout ça en même temps, oui, il faut aller avec une grosse compagnie avec l'expérience. Mais si on veut juste travailler sur les 40% et diviser dans les petites parties, on peut le faire avec plusieurs compagnies. C'est quand même curieux qu'une province comme le Québec qui veut, je sais pas, même des visions d'un gouvernement qui est nationaliste puis protéger les intérêts québécois qu'on transige avec à l'extérieur comme ça, c'est un peu particulier. Mais oui, parce que il faut avoir, je pense que les politiciens, ils veulent avoir quelqu'un à blâmer. À la fin, on signe un contrat, s'il ne fonctionne pas, mais comme vous avez dit, ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est toujours over budget et ça coûte plus qu'on pense. Bon, écoutez, ça permet, en tout cas, bref, j'en ai appris j'en sais certainement plus que j'en savais quand on a commencé. Donc, c'est un dossier qui est à suivre. Là. Oui. On apprenait récemment que le ministère de la Santé s'est fait allouer d'autres budgets pour le dossier santé numérique, puis a reparti ça, entre guillemets, sous un autre nom. Donc, j'imagine qu'on n'a pas fini d'en entendre parler dans les médias. Merci beaucoup. Puis, on complète toujours avec une petite baguette magique. Donc, le podcast, ça permet d'atterrir tranquillement. Donc, si je vous envoie une baguette magique virtuelle, puis je vous laisserai changer une chose dans les réseaux de santé québécois aujourd'hui, par magie. Oui, vous m'avez donné la question en avant et j'ai comme deux réponses. Mais on peut donner deux baguettes. OK. Bon, première chose, je veux qu'on ait les données patientes dans la boucle parce que je pense que ça va être la solution de plusieurs problèmes. Problèmes techniques, problèmes d'accès aux données aux patients, problèmes de connecter toutes les données. Ça, c'est important. Mais la deuxième chose, au niveau des hôpitaux, je pense que les conseils d'administration doivent être plus composés par des patients. On a besoin des expériences des patients. Moi, j'ai plusieurs patients dans mon équipe. Ils donnent une expertise qui est vraiment importante. Mais les patients qui arrivent à nos hôpitaux chaque jour, ils entrent dans l'hôpital, ils sortent à la fin, sont les comptables, sont des ingénieurs, sont tout le monde avec beaucoup d'expérience qu'on n'utilise pas. Je pense qu'il faut, dans les conseils d'administration, avoir cette expertise-là qui ont des utilisateurs. Et je pense que souvent, nos comités d'usagers sont à côté. Ouais. Je pense qu'il faut être le conseil d'administration. Mais en même temps, avec la centralisation du réseau, je me questionne parfois sur le rôle des conseils d'administration aujourd'hui, là, sur même leur rôle, leur autonomie. Là, même le directeur général de l'hôpital est nommé, là, il n'est plus nommé par le conseil d'administration. Le DG est nommé par le ministre. Fait que je me questionne même sur la pertinence du conseil d'administration. Je veux dire, c'est une entité, je pourrais même pas vous nommer le président du conseil d'administration de mon hôpital. Comprenez-vous? Je me questionne sur le rôle. Comprenez-vous? Oui. Je me demande si c'est pas plus une fonction de rubber stamping, en bon québécois, là, je sais pas. C'est un peu décevant, disons. Mais peut-être c'est plus la raison qu'on peut avoir, il faut avoir les patients, parce que les patients qui sont déçus, ils ont de l'expérience, ils ne sont pas là pour rubber stamper. Il faut être sur le conseil d'administration des Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Avez-vous une rencontre de rêve, une personne vivante ou décédée?
Oui, je pense que Barack Obama. OK, quand même. Pourquoi? La raison, parce qu'il y a une petite vidéo de Barack Obama avec des conseils qu'il donne, get stuff done. Et il dit qu'il y a beaucoup de monde qui trouve les problèmes, et beaucoup de monde qui donne les conseils, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui fait le travail. Et je pense que c'est vraiment important de faire le travail. Et donc, un conseil de quelqu'un comme ça, je pense que c'est très valable. En tout cas, si vous réussissez à le rencontrer, j'aimerais ça être là. Ça a été, John, ça a été très agréable, donc merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un plaisir de partager mes pensées. Merci. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.